Revenir sur ce chiffre de croissance aux États-Unis, première estimation du PIB pour le quatrième trimestre en rythme trimestriel annualisé. La croissance américaine ressort donc à 1,9% après 3,5% au troisième trimestre. Et on compile l'ensemble des données sur 2016. On a un PIB américain qui n'a progressé que de 1,6% l'an passé, quand en 2015 la croissance américaine était de 2,6%. Donc en un an, on a quand même une croissance américaine qui a perdu 1 point. Julie Jourdan, vous êtes avec nous par téléphone à présent, gérante action américaine chez Mansartis. Julie, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous regardez ce chiffre du PIB et quelle peut être la manière dont le marché le regarde? Est-ce que c'est un chiffre qui appartient déjà au passé? C'est la fin de l'administration Obama et le marché est déjà basculé dans autre chose avec Donald Trump? Ou est-ce que vous dites quand même c'est embêtant, au moment où la Fed nous reparle de normalisation, on a une croissance américaine qui est quand même 1 point en dessous en 2016 de ce qu'elle était en 2015? Alors c'est exact. On a un chiffre qui est plutôt décevant. Après, il faut bien se rendre compte qu'on parle d'un trimestre qui est totalement atypique. À la fois, on a eu sur une première partie en fait du trimestre toutes les craintes préélectorales, et c'est vrai que ça a pénalisé en fait, ou en tout cas mis un coup d'arrêt à la consommation. C'est ce qu'on voit dans ce chiffre, hein. La consommation marque le pas, ressort autour de 2,5 alors qu'elle était à plus de 3% au trimestre précédent. Donc on a eu un impact préélectoral, les craintes de va-t-on élire Hillary Clinton ou Donald Trump. Ça a mis un peu un coup d'arrêt à la consommation des ménages. Et puis dans la deuxième partie du trimestre, suite à l'élection de Donald Trump, on a vu un rebond du moral des ménages et des investisseurs, et on le voit dans ces chiffres. On voit des choses qui sont très intéressantes, notamment le rebond des capex qui rebondissent de un peu plus de 3%, ce qui est une première depuis 5 trimestres. Donc je ne dirais pas que c'est un chiffre qui nous dit quelque chose pour demain, si ce n'est que les capex commencent à rebondir, ce qui est plutôt un élément très favorable pour la suite. Après, la consommation des ménages, ce que ça nous dit, c'est que la consommation des ménages reste un élément majeur de l'économie américaine, et que sur ce trimestre-là, effectivement, ça n'a pas été terrible de ce point de vue-là. CAPEX, hein, le moteur de l'investissement des entreprises, qui a manqué tout au long de la reprise, on va dire, aux États-Unis, mais en tout cas là qui est en train peut-être de se réveiller. Donc voilà, un point notable quand même de cette première estimation de la croissance américaine du quatrième trimestre. Julie, quel bilan est-ce que vous faites de la première semaine de Donald Trump? Wall Street achetait l'idée d'une réforme fiscale, Wall Street achetait l'idée d'un stimulus, d'un plan de relance via les infrastructures. On a l'impression que pour l'instant on a beaucoup de protectionnisme, on a une limitation de l'Obamacare, et c'est pas forcément ce qui était en tête de l'agenda que Wall Street avait en tête. Et pourtant, les marchés américains, et on l'a célébré cette semaine, le Dow Jones évolue au-delà des 20 000 points. Tout à fait. Alors je crois qu'il faut séparer, vous l'avez très bien dit, il faut séparer deux choses. Un, les attentes des investisseurs ne sont pas forcément les attentes des électeurs de Donald Trump. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'horizon de temps politique n'est pas le même que celui des investisseurs. Il est souvent beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit au bout de cette semaine? La première chose, c'est qu'il veut ramener les emplois aux États-Unis, que ce soit au travers de la déréglementation, et là, il a déjà pris une première décision qui est de suspendre toutes les réglementations non encore appliquées et de les réétudier. Donc ça, c'est un point très important pour Wall Street, qui est un point positif par rapport aux attentes des investisseurs. Il a confirmé qu'il allait mettre en place une politique fiscale qui associe carotte et bâton. Carotte, à savoir un taux d'impôt sur les sociétés qui devrait être entre 15 et 20%. Donc 20%, c'est le chiffre qui est proposé par les républicains. 15%, c'est le chiffre que lui-même avait suggéré. Donc on va trouver un chiffre entre ces deux chiffres. Et puis le deuxième élément, donc le bâton, c'est-à-dire favoriser la production locale en taxant d'une manière ou d'une autre les importations ou les sociétés qui produiraient à l'étranger pour le rapatrier aux États-Unis. Donc on n'a pas pour le moment les détails, mais on sait que ça fait partie de l'agenda prioritaire. Après, on sait aussi que ça va prendre un petit peu plus de temps. Comme vous l'avez dit, la deuxième des priorités, c'est suspendre Obamacare. Alors, c'est vrai que c'était une demande de beaucoup de ses électeurs. On n'a pas pour le moment les détails du remplacement, mais en ça, il va suivre en fait ce pourquoi il a été élu par une grosse partie de ses électeurs.
Et c'est vrai aussi qu'on voit bien les tensions qui se créent avec la Chine et depuis hier de manière beaucoup plus forte avec le Mexique, même si on se rend bien compte quand on regarde les chiffres de manière très rationnelle que le déficit commercial avec le Mexique, c'est pas grand-chose. C'est 60 milliards de dollars, ce qui représente 0,4% du PIB et même pas un sixième du déficit qui est celui avec la Chine. Donc, on voit bien qu'on assiste à des tensions protectionnistes avec un partenaire qui n'est pas aussi majeur que ça dans les relations économiques, mais sur un secteur d'activité qui lui tient particulièrement à cœur, qui est l'automobile. Exactement. Mais ça veut dire quoi, Julie? Ça veut dire que le marché, les investisseurs se disent ce que Trump est prêt à faire avec le Mexique, il ne le fera pas avec des pays comme la Chine ou comme l'Allemagne, qui sont les pays avec lesquels les États-Unis ont le déficit commercial le plus important, parce que là, on a en face des puissances qui sont bien plus importantes peut-être que le Mexique, ou au contraire, on se dit, voilà, s'il le fait avec le Mexique, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas avec les autres pays vis-à-vis desquels l'économie américaine et les États-Unis ont un déficit encore plus important? Alors je crois qu'aujourd'hui on est dans une phase en fait où finalement Trump est en train d'essayer d'imposer sa marque, et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout quels sont ses objectifs et ses ambitions dans ses relations avec la Chine ou avec les autres pays. Ce que l'on voit, c'est qu'on assiste vraiment à une refocalisation sur la zone nord-américaine. Ça, c'est assez clair. Donc, il faudra étudier, je pense, l'évolution des relations avec le Canada, puisqu'il ne peut pas s'aliéner à un certain nombre de partenaires. Mais je pense que, au-delà, en fait, des relations avec le Mexique, où il y a une volonté de renormaliser la volonté de Trump, donc c'est-à-dire avoir une industrie plus favorable aux États-Unis qu'au Mexique, on a vraiment un président qui veut se reconcentrer sur la zone nord-américaine. Donc je ne saurais pas dire quelles sont ses ambitions vis-à-vis de la Chine ou de l'Europe. Bon, vous l'avez dit, déficit commercial américain avec le Mexique, c'est 60 milliards, c'est un peu plus de 10% du PIB américain, 12% précisément, et le déficit que les États-Unis accusent avec le Canada, il est encore plus faible, il est même largement 10 fois plus faible, puisque on est seulement sur un montant de 9 milliards de dollars de déficit commercial américain vis-à-vis du Canada. C'est quand même pour avoir effectivement la mesure des choses. Effectivement, le Mexique qui est vivement mis en cause et pointé du doigt, c'est un commerce à sens unique. Voilà, il faut remettre aussi les choses un peu peut-être dans leur contexte avec ces quelques chiffres. Du côté des entreprises, comment est-ce que ça se passe, Julie? On a grosso modo 150, un peu plus peut-être, d'entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats. On peut faire déjà un bilan d'étape. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous par rapport aux attentes? Est-ce que les attentes des résultats à venir sont toujours positives pour les entreprises américaines? Les résultats sont plutôt globalement dans la lignée des attentes. Les estimations pour l'avenir sont relativement mitigées, mais je crois que le marché s'intéresse plutôt à ce qui pourrait, n'est pas tant en train de regarder finalement ces publications de résultats que d'anticiper quel pourrait être l'impact de la politique de Trump sur l'avenir de la croissance des profits. Et c'est vraiment là où je pense que finalement on est dans le deuxième trimestre de rebond des profits, puisque faut bien se rappeler que le troisième trimestre 2016 avait signé le retour à la profitabilité des entreprises du S&P 500 après 5 trimestres de baisse de la profitabilité. Donc là, c'est le deuxième trimestre. On devrait avoir des profits qui sont aux alentours autour de 4-5% de croissance. Donc c'est plutôt une accélération par rapport au trimestre précédent. Mais encore une fois, je crois que tous les regards sont tournés sur qu'est-ce qui va être mis en place et en quoi ça peut accélérer la croissance. Et par rapport à la discussion que nous avions tout à l'heure, je crois qu'il faut bien se rendre compte que le marché ne commencera peut-être à remettre en question Trump qu'à partir du moment où il y aura une déception. Et il n'y aura de déception qu'à partir du moment où il y aura une décision. Et pour le moment, on suit tous les jours des déclarations.
mais on n'a pas de décision économique, fiscale véritablement annoncée. Et de ce point de vue-là, je pense que du coup, on est plutôt dans un momentum, comme aiment bien le dire les investisseurs, qui est favorable. Dynamique qui reste positive sur les marchés américains, et c'est vrai que le gros morceau, sans doute pour Wall Street, parce que c'est quand même ce qu'on a acheté en achetant et en continuant d'acheter les marchés américains, c'est l'idée de cette vaste baisse de fiscalité, notamment pour les entreprises, avec évidemment des effets positifs plus ou moins mécaniques d'ailleurs sur les résultats d'entreprises. Et de ce côté-là, on n'a pas de détails, et on sait que là pour le coup c'est un dossier sur lequel Donald Trump devra composer avec le Congrès, sur la partie commerce extérieur, protectionnisme, on va dire qu'il fait les choses peut-être un peu plus librement, mais sur la partie fiscale, évidemment, là, ce sera une négociation avec le Congrès américain. Ce sera l'occasion de voir d'ailleurs si le Congrès soutient et va dans le sens de Donald Trump, ou si le Congrès républicain agit comme une force d'opposition à Donald Trump. Un mot peut-être des quelques dossiers spécifiques là qui animent la séance et qui sont les blue chips américaines, les grandes valeurs américaines. Starbucks, moins 4% après les résultats. Est-ce qu'il y a des éléments de déception particuliers? Comment on explique la réaction de marché, Julie? Alors, la réaction du marché s'explique par un seul chiffre, ce sont les ventes comparables. C'est-à-dire qu'on a eu un nouveau CEO qui nous a annoncé que les ventes comparables chez Starbucks renoueraient avec le chiffre de 5%. Sur ce trimestre, on a des ventes comparables qui progressent que de 3%. Alors évidemment, il ne nous avait pas donné ce chiffre pour le premier trimestre, il l'avait donné pour 2017. Et évidemment, il faut bien reconnaître qu'on avait des comparaisons particulièrement difficiles, puisque l'année dernière, à la même époque, on avait eu des ventes comparables qui avaient progressé de 900 points de base, donc 9%. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation où il était quand même, on avait un trimestre qui était particulièrement difficile en ligne de mire. Après, moi, en regardant le détail, les résultats sont globalement corrects, extrêmement corrects. Et puis un mot peut-être de Google, Alphabet, la maison mère de Google aujourd'hui. Ça vaut quand même toujours le coup de s'intéresser un peu aux résultats de Google. Bon, le titre est sanctionné, c'est beaucoup dire. On perd à peine 1% après la publication hier soir. Qu'est-ce que vous retenez des chiffres et du discours d'Alphabet Google, Julie? La première chose, c'est qu'il faut se rendre compte que, encore une fois, on a une croissance des ventes de plus de 20%. Ils sortent des ventes qui font 21 milliards sur le trimestre. Donc c'est quand même des résultats qui sont assez exceptionnels. La deuxième chose, c'est que la profitabilité de ce trimestre, qui a été effectivement décevante par rapport aux attentes des investisseurs, en fait a été sanctionnée, pénalisée par deux éléments qui sont plutôt exceptionnels. Une charge exceptionnelle qui vient en fait mettre fin en fait à des investissements sans doute sur la partie fibre et un taux d'imposition qui avait été exceptionnellement bas l'année dernière. Donc si on retraitait de ces éléments-là, on aurait des résultats qui seraient significativement supérieurs aux attentes. Moi, je considère que c'est un groupe qui continue d'avoir une croissance assez spectaculaire compte tenu de sa taille, qui a énormément d'opportunités de croissance, que ce soit sur bien les abonnements à YouTube, le cloud, le hardware qui continue de croître et de venir en fait croître aux côtés des revenus publicitaires qui eux-mêmes continuent de progresser significativement. Donc on a une société qui a des très belles perspectives de croissance et sur lequel aujourd'hui on a un petit peu de vente parce que le titre n'est pas loin de ses plus hauts, donc c'est pas complètement illogique, mais on a une valorisation qui est extrêmement faible au regard de la croissance du groupe. Très intéressant, des perspectives de croissance qui pour vous sont quand même particulièrement bien orientées chez Google. Effectivement, il y a un peu de prise de profit, peut-être un peu de déception de court terme qui mettent le titre gentiment sous pression, à moins 1% pour le titre de Google. Alphabet, on est quasiment à $850 pour l'action Alphabet. Merci beaucoup Julie, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis.